Alors, la thématique de la journée sera consacrée à ce qu'on appelle la gouvernance, le partenariat et, je dirais, la relation avec le monde de l'industrie de la mer. Alors, la gouvernance, c'est faire en sorte que les décisions qui soient prises sur les océans en matière d'utilisation, mais aussi en matière de conservation, soient partagées par tout le monde, par le monde de la conservation, mais aussi par ceux qui exploitent la mer. Donc il faut construire aussi des partenariats, faire en sorte que l'on puisse travailler ensemble, se réunir, s'associer sur des objectifs communs, sur une vision partagée de l'utilisation et de la conservation des océans. Et puis l'industrie, bien sûr, l'industrie de la mer se développe. Ce qu'on appelle l'économie bleue elle croît. Le réseau mondial des aires marines protégées ne croît pas en proportion de ce qu'est la croissance économique sur les océans. Et donc il faut évidemment qu'on puisse travailler avec ce monde économique qui se préoccupe pour l'instant assez peu d'environnement. Donc il faut aller vers eux, discuter avec eux. Comprendre les relations qu'il y a entre les secteurs, entre les collectivités locales, entre les financiers, etc. et les gens et l'AMP. Donc c'est vraiment voir son rôle de l'AMP dans la société et le rôle de la société pour l'AMP. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dans les AMP qui sont là. Il a été beaucoup plus difficile pour nous de faire comprendre des gens qui ne travaillent pas dans les AMP qu'il fallait qu'ils viennent aussi. Donc c'est la première fois qu'on fait ça. Il n'y avait pas ça dans les congrès Impact précédents. Donc on verra demain qui viendra. Il y a des gens qui sont pour la journée certainement, des gens qui s'occupent de l'extraction des graviers, des éoliennes en mer, etc., qui comprennent quand même qu'il faut qu'ils travaillent avec les gens des AMP. Donc je pense que ça c'est un mouvement, on ne va pas réussir la première fois, donc il faut continuer. Eh bien, je pense qu'il existe beaucoup de types de gouvernance différentes pour les AMP à cause de la différence entre sites. Parfois, il y a des sites gérés par la communauté locale et dans d'autres régions du monde, il y a différents types de gouvernance. Dans le Pacifique Sud, il y a beaucoup de ces sites gérés localement. Dans d'autres parties du monde, il y a de grands sites gérés par des gouvernements ou des organismes internationaux. Pour nous, les partenariats sont absolument fondamentaux. Ils aident en effet à promouvoir la bonne gestion. Ils responsabilisent les parties prenantes. Ils permettent en outre d'identifier ce qui doit changer en termes de gestion. Et aussi, ils apportent de nouvelles données et informations concernant les attentes, les nouvelles thématiques, dont l'impact de l'industrie du pétrole et du gaz. L'autre dimension, c'est l'association, la possibilité d'association avec des acteurs industriels qui cherchent la transition. Ça, c'est possible, on l'a fait. L'Océanium a financé une partie de la campagne de reboisement, la plus grande campagne de reboisement de mangroves au monde qu'on a mis en place au Sénégal, grâce à des fonds de l'entreprise Danone. Puis ensuite du fonds vert Livelihood. Donc c'est possible, on peut le faire. À l'heure actuelle, quand tu mets en place une aire marine protégée, le gros problème que tu as, c'est que tu as beaucoup de gens qui on ferme la pêche à beaucoup de personnes. Et ces personnes, il y a tout un problème de redistribution, d'équité qui peut se poser. Et à ce moment, les industriels vont faire partie de ces discussions en termes de redistribution, d'équité, d'activités alternatives de génération de revenus auxquelles ils doivent être associés. Bienvenue à tous, welcome everyone. Je peux parler du projet Respect Océan. C'est un magnifique projet qui est né d'une volonté personnelle de Rafaela Legouvello, navigatrice, et d'un certain nombre d'entreprises désireuses de progresser dans le domaine du développement durable autour de la problématique des océans et des zones côtières. Et donc cette double volonté aboutit à la constitution d'un réseau qui s'appelle Respect Océan, avec un site respectocéan.com, et qui consiste à établir des liens, créer des liens entre les entreprises et toutes les parties prenantes autour de l'océan et des zones côtières, de façon à diminuer les impacts, à améliorer la conception des produits, à bouleverser les business models des entreprises, de façon à ce qu'elles soient beaucoup mieux intégrées dans cet écosystème absolument majeur pour la planète et pour l'humanité. S'écouter les uns les autres et puis avoir des gens de bonne volonté et se dire qu'on peut bâtir des choses ou résoudre des problèmes si on est aussi capable d'abord de s'écouter. Nous sommes extracteurs de granulats marins.
Nous extrayons des sables qui sont à destination à la fois du BTP, donc de la construction, mais aussi du maraîchage. Quand Rafaela est venue nous voir avec la charte de l'association, nous nous sommes reconnus dans ces métiers de gens de mer. Nous partageons un espace avec d'autres utilisateurs. Et les bonnes pratiques que Rafaela veut développer nous paraissaient tout à fait intéressantes pour nous aussi progresser à la fois dans la connaissance mais aussi la maîtrise de nos impacts. En plus, c'est une association qui permet de regrouper des PME, PMI assez locales et donc de partager plus facilement via les réseaux humains cette connaissance et ces savoirs et cette volonté de progresser ensemble pour une mer que l'on partage, que l'on aime et qu'on aimerait bien voir durer. Tout commençait par les réserves. On avait mis en place depuis 2004 des réserves marines de courte durée, des réserves temporaires de poulpes. Puis il y avait des bénéfices après 3 mois. Et puis on fermait 2 sites par an jusqu'en 2006, lorsque la communauté a décidé, avec les explications des scientifiques, des experts, que ça peut se faire aussi des aires marines protégées. Et c'était depuis 2006 qu'on a mis en place Velunjek en tant qu'aire marine protégée. C'est un système de co-gestion en fait. Il y a la communauté et il y a Blue Ventures. Et il y avait aussi WCS en fait au début et l'Université des sciences marines, IHSM Matulea, qui travaillent ensemble. Et puis il y avait aussi les compagnies d'export, de collecte de produits de mer, qui est très 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 important dans la gestion. Parce que s'il n'y a pas d'acheteurs, ça ne vaut rien ce qu'on fait sur les poulpes. DIN, c'est une convention locale mise en place, élaborée par la communauté et appliquée par la communauté elle-même. Et c'est ce qui gouverne la région et la gestion de leur site. Et donc la première responsabilité de la communauté, c'est la mise en place de DIN et l'application. Parce que ça, ce n'est pas quelque chose qu'une ONG peut faire. C'est quelque chose de communautaire, donc c'est eux qui prennent en charge de tout, des surveillances, des patrouilles et l'application s'il y a des infractions. C'est le problème qu'on est en train de résoudre en ce moment, qu'on est en train de travailler ensemble. C'est comment on peut faire le transfert de gestion complète à la communauté. Je voulais vous demander ce que les AMP peuvent apporter à la pêche professionnelle. Bien, sur le plan biologique, les AMP peuvent apporter leur contribution à l'amélioration de l'état des ressources, qui dans bien des cas sont bien inférieures à ce que l'on espère ou à ce qu'on voudrait avoir. Sur le plan économique, les données et les modèles manquent encore à l'heure actuelle pour être sûrs de ce que les AMP peuvent leur apporter. En théorie, une amélioration des captures, donc en théorie aussi une amélioration des revenus. Ceci dit, la mise en place d'une AMP, et cela dépend des types d'AMP, et cela dépend des types de pêcherie, a des conséquences économiques à la fois positives et négatives sur la pêche. Et il est bon d'en établir le bilan avant de s'exprimer sur des AMP particulières. On ne peut pas généraliser dans ce domaine.
En Méditerranée, les aires marines protégées sont pour l'essentiel situées en zone côtière et donc en fait elles concernent essentiellement la pêche aux petits métiers qui est encore très présente en Méditerranée. Il se trouve qu'on a en Méditerranée des aires marines protégées maintenant assez anciennes qui collaborent avec les pêcheurs depuis le départ. Donc on a un certain nombre d'études de cas qui montrent que si l'aire marine protégée est créée avec les pêcheurs, qu'elle est gérée avec eux, qu'ils sont impliqués dès le début du processus et dans l'ensemble du processus, avec des mesures de gestion mises en œuvre à l'intérieur de l'aire marine protégée, oui, il peut dans ce cas y avoir des bénéfices pour les pêcheurs, des bénéfices en termes de rendement de pêche, mais aussi en termes ensuite d'augmentation de revenus. Est-ce qu'on sait faire aujourd'hui cette évaluation des conséquences socio-économiques de la création d'une AMP? C'est la partie faible du système d'évaluation aujourd'hui. On sait à peu près bien faire l'évaluation écologique à l'intérieur des AMP. On a un peu plus de difficultés avec l'évaluation de l'impact biologique d'une AMP à l'extérieur de l'AMP. Et on est vraiment relativement démunis en ce qui concerne les impacts sociaux et économiques de l'AMP à l'extérieur de l'AMP. On termine actuellement une étude qui montre que les aires marines protégées qui fonctionnent sont celles qui associent le plus les pêcheurs. C'est-à-dire que c'est vraiment la collaboration entre le gestionnaire et le pêcheur qui fait aussi en grande partie le succès et le résultat de l'aire marine protégée. Henri Deleuze était un homme, on peut dire, d'exception, qui a été fondateur de Comex il y a un peu plus de 50 ans. Et il est devenu le pionnier de la plongée profonde. Il a créé Comex en 1961, au même moment où les pétroliers commençaient à vouloir exploiter le pétrole en mer, le pétrole offshore. Et là, il a développé toute la physiologie nécessaire pour que le plongeur puisse travailler très profond, toute la technologie nécessaire pour pouvoir travailler au fond et ensuite les profondeurs augmentant tout ce qui était robotisé, machines hyperbares. En saturation, c'est comme lorsqu'on part dans l'espace. On ne peut pas revenir, on ne peut pas ouvrir la porte et sortir quelqu'un. On ne peut pas dire pouce à aucun moment. On peut dire pouce et s'arrêter, mais à partir du moment où on a dit pouce, pour ressortir, il faut 1 jour par 50 mètres. Et quand tu es à 500 mètres, il faut donc 10 jours pour ressortir. On avait un homme qui était à la tête, Henri Deleuze, qui était un entrepreneur. C'était pas un financier, il créait, il voulait toujours aller plus loin. Et ensuite, il a beaucoup essaimé ce savoir-faire, parce que Comex est une école. Je dis toujours, il a créé son école de la vie, son école du travail, bien fait, avec passion. Et il a essaimé par transfert de technologie. Ça peut aller jusqu'à l'espace. On a des programmes spatiaux depuis les années 80, avec des simulations de sorties extravéhiculaires. Donc c'est des simulations qui se font sous l'eau avec des équipements un peu spécifiques et c'est aujourd'hui le moyen le plus facile de simuler ce que peut faire un homme dans l'espace ou sur un astéroïde ou sur Mars. Toutes les avancées technologiques qu'on a pu faire grâce au pétrole, aujourd'hui on sait déployer ces technologies au service des scientifiques. Pour aller cartographier des habitats, pour aller étudier la géomorphologie du fond, pour aller sonder la croûte du fond des océans pour l'exploration minière future. Forcément, tout ce qui se passe au fond de l'eau nous intéresse, nous émeut, nous interpelle. Les scientifiques ont profité, on peut dire, de toute la technologie développée pour les besoins de l'industrie. Ce que j'appelle le cercle vertueux, puisque maintenant, ces mêmes scientifiques disent aux industriels, attention, préservez notre environnement, voilà. Nous sommes venus à Marseille pour représenter tout ce qui se fait sur Brest en termes de biodiversité marine, pour représenter tous les acteurs. Donc ça permet aux acteurs qui sont sur le territoire de passer, et puis aussi pour développer notre réseau international qu'on souhaite mettre en place sur la biodiversité marine et côtière. Ce que nous souhaitons faire, c'est de monter, en partenariat avec le secrétariat pour la Convention de la diversité biologique, un réseau de villes portuaires et littorales qui travaillera sur la biodiversité marine et donc sur lequel on pourrait faire des échanges d'informations, des échanges de pratiques et fédérer les acteurs. Nous sommes une institution de coopération halieutique et nous essayons d'harmoniser les législations et aussi d'appuyer nos pays dans la gestion durable de leurs ressources halieutiques. Nous intervenons dans beaucoup de domaines,
dans la collecte de données, dans l'analyse et l'interprétation des résultats, dans la formulation des avis de gestion. Il y a 5 ans, nous avons reçu un financement de l'Agence française de développement pour un peu développer un certain nombre d'outils qui vont nous permettre un peu d'appuyer nos États à utiliser les aires marines protégées comme outil de gestion des pêches. Dans la mise en œuvre de notre projet, nous avons fait une revue mondiale. À travers cette étude, nous avons essayé de voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, quelles sont les leçons que nous pouvons en tirer et formuler des recommandations spécifiques pour notre sous-région. Nous finançons des projets dans le monde entier, pays en développement, pays émergents, et notamment donc des programmes de conservation de la biodiversité marine. Et notre stand et notre intervention dans le congrès est pour partager les meilleures pratiques et les meilleures expériences en matière de gestion et de financement d'aires protégées. D'abord la question du financement. Il y a un vrai problème de financement durable de la gestion des aires marines protégées, de la création des aires marines protégées. Et donc évidemment, on s'est penché sur les solutions, notamment comment trouver des solutions innovantes pour faire en sorte que l'on puisse gérer avec efficacité ces aires marines protégées. Et puis aussi, ça s'est révélé au cours de la journée, la nécessité de travailler en synergie, notamment tous ceux qui sont capables de financer, les bailleurs de fonds, ce qu'on appelle les bailleurs de fonds, qui travaillent ensemble en synergie pour faire en sorte de rendre encore plus efficaces les quelques moyens financiers qui sont alloués à la question, aux enjeux des aires marines protégées. Mais je voudrais aussi aborder un autre sujet qui me paraissait important, qui m'a paru important dans la journée, c'est la question des collectivités locales, leur implication, et finalement faire en sorte que, en s'appuyant sur les collectivités locales, en ayant une approche qu'on appelle bottom-up en anglais, eh bien, c'est aussi la possibilité de faire progresser à la fois la création d'aires marines protégées, mais de trouver une certaine efficacité de gestion en s'appuyant sur les réseaux locaux, sur les acteurs locaux, sur les ONG locales, pour créer une dynamique au niveau local et faire en sorte que cette dynamique locale elle rejoigne finalement l'approche qu'on appelle top-down, c'est-à-dire les politiques nationales, les politiques stratégiques, et faire en sorte qu'à un moment elles se rejoignent pour donner une efficacité entre ce que veut l'État et entre ce que peuvent faire les collectivités locales et les populations locales. Je pense que ce qui est très important, ce qu'on voit arriver dans les discussions d'aujourd'hui, c'est que c'est des différents mondes qui se rencontrent autour de l'AMP. Il y a des mondes qui n'ont vraiment pas l'habitude de travailler ensemble, de se rencontrer, de faire des choses ensemble et qui maintenant sont obligés de le faire et puis ont envie de le faire. La pêche et la conservation, les industriels et les populations locales, les administrations et les ONG. Et ça, je crois que c'est une avancée fondamentale aussi du Congrès. Le Congrès concrétise ça, fait qu'effectivement, les gens se rendent compte dans tous les ateliers que si on ne travaille pas ensemble la question des AMP, on ne va pas y arriver. Ce n'est pas une question de quelques groupes, c'est une question de tout le monde. Et ça, la journée l'a bien montré, c'est ça qui est au centre de nos préoccupations et c'est ça la grande avancée. Et je crois qui peut être très concrète, au cas par cas bien entendu.